Salut à tous, bienvenue sur Overtime, troisième épisode en ce lundi 18 janvier. Notre équipe aujourd'hui, tout d'abord notre analyste hockey Stéphane Rochette. Oui, salut tout le monde. Et nos journalistes Pascal Eberhardt. Salut tout le monde. Joe, je tiens à dire que ça fait un peu bizarre d'être en bas à droite. D'habitude, je suis à ta place, mais on va profiter comme tout le monde. Bonjour à tous. Tu viens de baisser dans la hiérarchie. Là, exactement. Profite bien de ce passage dans ce nouvel environnement. Et notre autre journaliste, Jean-Philippe Pressel-Wenger. Bonjour à tous. Et moi-même, Jonathan Filion. Aujourd'hui, pour l'émission, on fait un petit tour de l'actualité des 4 clubs romans. D'ailleurs, il y en avait 3 qui étaient en action hier. Ensuite, on va discuter de NHL parce que oui, en Amérique du Nord, la saison est commencée. Surtout, on va regarder les joueurs suisses à surveiller tout au long de la saison de NHL. On vous invite également à nous poser vos questions. Il y a déjà beaucoup de commentaires qui commencent à entrer sur notre live Facebook. Donc, ne vous gênez pas pour poser les questions. On va tenter d'y répondre tout au long de la prochaine heure. Commençons tout d'abord, messieurs, avec Lausanne. Le LHC, messieurs, qui est toujours en quarantaine, là, la quarantaine qui se termine, on va pouvoir recommencer à s'entraîner, mais c'est une très, très longue quarantaine qui a touché Lausanne. On n'a pas joué depuis le 2 janvier dernier, une victoire de 7-1 face à Berne. Pascal, c'est toi qui devrais commenter samedi le Davos-Lausanne. Moi, j'ai le commentaire de vendredi entre Ambry et Lausanne. Je ne me trompe pas si on se dit que ça va être un week-end assez compliqué avec autant de temps sans jouer. Disons qu'il y a déjà ça. On sait que cette fois-ci, les Lausannois, ils n'ont pas pu s'entraîner comme ils avaient eu lors de leur précédente quarantaine. Ils avaient eu des dérogations pour s'entraîner à 6 ou 7 sur la glace. C'est clair. Bon, après, ils ne jouent pas demain, justement parce qu'ils sortent de quarantaine aujourd'hui, en théorie. C'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles du LHC. Après, voilà, ça leur laisse quand même 5 jours pour préparer la reprise avec 2 gros déplacements. Je pense qu'ils vont faire la nuit entre Ambry et Davos vendredi soir. Mais c'est clair que c'est peut-être aussi la meilleure façon de revenir au jeu avec un match à la Valachia. Oui, Stéphane, quand même, Davos, Ambry, des adversaires qui sont à la portée de Lausanne. C'est quand même une bonne façon de recommencer. Ça pourrait être pire, disons, mais voilà. Est-ce qu'il y a une bonne façon de recommencer? J'en sais rien. Toujours est-il qu'ils ont quand même 5 jours. Là. Ils ont fait une longue pause comme ça en novembre, si je ne me trompe pas, et puis ça n'avait pas été trop mal. La retour au jeu n'avait pas été si pire que ça pour eux. Donc, oui, mais je vous rappelle, messieurs, que c'est jamais facile d'aller gagner à la Valachia. Donc, on ne peut pas parler de match facile. C'est sur ça que je voulais te forcer, Steph. C'est un grand classique. Hein? Jean-Philippe, quelle sera la clé pour Lausanne? Un retour comme ça après autant de temps, là, sur quoi tu te fies pour essayer de gagner? Le plaisir de retrouver la glace, ça c'est certain. Un joueur de hockey qui n'a pas l'adrénaline, le plaisir de jouer, parce que malgré tout ce qu'on peut penser, on ne joue pas pour l'argent à la base, hein, on a vraiment du plaisir à être sur la glace. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Tous les systèmes, tout ça, c'était déjà bien en place. Et puis, Malguin aura 24 ans, hein, bon anniversaire, Denis. Hein, il a 24 ans hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Aujourd'hui, ouais. Et voilà. Par contre, pour les adversaires, je serais moins positif que vous parce que à Ambry, Genève s'est cassé les dents 2 fois, Zurich est aussi tombé. Et puis Davos, maintenant qu'ils ont récupéré, il ne faut pas oublier que Davos, ils ont commencé la saison avec 4 de leurs... Sur le top 6, il y a 4 défenseurs du top 6 qui n'étaient pas là pendant les 10 premiers matchs. Et quand vous savez que quand vous avez du retard au classement et puis que vous essayez de mettre des choses en place en début de saison, c'est compliqué. Et là, ce qu'on voit de Davos récemment, notamment, alors évidemment, défensivement, il faudra encore serrer les boulons, mais à domicile, Davos, c'est difficile à manier et il y a du potentiel offensif. Donc, ce ne sera peut-être pas aussi facile que l'on pense ou aussi serré, ou aussi facile que l'on pense d'aller s'imposer là-bas. Et je rajouterais par rapport à Ambry que Zouk s'est aussi cassé les dents, même s'ils ont gagné, c'était au tir au but. Effectivement, hein, ça reste le match piège d'aller à la Valachia, comme l'a si bien dit Stéphane. Et puis il y a un homme, puisqu'on parle de Davos rapidement, on va affronter Lausanne, qu'il faudra avoir à l'œil, c'est Enzo Corvi. Hein. 23e assist hier. Chapeau l'artiste. Lausanne qui devait affronter Davos mardi, demain. La Ligue qui a décidé déjà de reporter ce match, ce n'est pas parce que Lausanne est encore en quarantaine, mais c'est parce que l'équipe n'a pas pu s'entraîner, ce qui est une bonne décision de la Ligue aussi parce que, évidemment, pour avoir le meilleur spectacle possible, il faut que tu laisses une chance à une équipe
qui est arrêté depuis si longtemps, qui n'a pas touché à la patinoire, d'au moins pouvoir s'entraîner une semaine avant de recommencer à jouer. Et ça, c'est important pour Lausanne. Espérons quand même qu'ils pourront reprendre là où ils l'ont laissé, parce que c'est dommage, avec la victoire contre Berne, là, ça c'est une victoire qui faisait quand même du bien au moral, contre la pire équipe de la Ligue, on s'est amusé, les gros canons ont marqué, mais là, on espère qu'ils vont pouvoir poursuivre sur cette lancée. Messieurs, pour Lausanne, on va tout de suite tourner la page. On va avoir la chance la semaine prochaine d'en parler plus longuement parce qu'il y aura au moins des matchs de disputer pour le LHC. On va maintenant se tourner du côté du HC Bienne. Le HC Bienne qui était en action hier. J'ai eu la chance de commenter la victoire de 2-1 sur Rapperswil. Une semaine parfaite pour le HC Bienne. 3 victoires en autant de matchs. 2 face à Langnau. Une victoire de 4-0, 3-1. Et vendredi, et finalement Rapperswil hier, 2-1. On peut revoir les images de ce match. Tout d'abord, dès le début du match, en avantage numérique à Michael Hugli, qui a donné les devants 1-0 au HC Bienne. Un magnifique jeu collectif sur ce powerplay du HC Bienne. Magnifique passe transversale de Lucas Ischier en bas de zone. Et ça reflétait vraiment la première période du HC Bienne qui était tout feu, tout flamme. Le vent a changé, le vent a tourné. Rapperswil qui a réussi à revenir dans le match, à créer l'égalité grâce à ce but de Steve Moses. Un but chanceux qui a touché à une canne bernoise et ensuite qui a dévié sur la jambe de Moses. Et finalement, Tony Rayala, après 9 matchs sans marquer, donne la victoire en avantage numérique au HC Bienne. On a vu rapidement son cri de soulagement. Évidemment, quand un marqueur ne marque pas et qu'il finit enfin par trouver le fond du filet, il y a un soulagement. Pascal, ça a été vraiment un match en 2 temps pour le HC Bienne. Un début incroyable. Là, il dominait complètement Rapperswil. 15-6 au chapitre des tirs au but. Rayala en avait 8, mais par la suite, ça a été vraiment difficile pour le HC Bienne. Moi, ce que je regrette sur ce match, c'est que Bienne, ils n'aient pas réussi à conclure plus tôt. Tu parlais des 3 victoires en une semaine. Moi, j'ai quand même envie de nuancer. C'est contre Langnau 2 fois et contre Rapperswil. C'est des équipes qui sont censées battre. Et hier, ils ont eu de la peine. Il y a que ça qui sort pour moi, c'est que c'est que 2-1. Alors, Rapperswil n'est plus une équipe aussi faible qu'il y a 2 ans quand ils ont été promus, mais quand même, ils ont dominé, tu l'as dit, le premier tiers, et soit c'est Niffler qui a sorti un gros match, chapeau à lui, soit c'est les Biennois qui ont manqué vraiment de réalisme devant le but. Tu es en train de nous dire que Bienne aurait dû gagner avec la manière. Voilà. Mais est-ce qu'on est aussi exigeant que la HC Bienne? Écoutez, on le rappelle, non, je te charrie un peu évidemment, mais la HC Bienne avait une peine du diable en fin de saison. Là, on monte gentiment, on a 1,38 points par match. On revient dans une norme pas si mal. Puis toi, en train de nous dire que le Henberger, il doit être fâché, dire on aurait dû gagner avec la manière? Non, il doit être fâché dans le premier tiers, parce que comme Joe l'a souligné, 15 tirs à 6, c'est quand même énorme. C'est plus que 2 fois le nombre de tirs de Rapperswil. Ils ont vraiment toutes les chances de se mettre à l'abri avant. Et moi, je regardais ce match-là, et quand Červenka a marqué, quand Moses a marqué, je me suis dit, aïe, catastrophe, là, ils sont partis pour la perdre. Tu peux voir le verre à moitié vide, comme tu le vois, ou le verre à moitié plein. 3 matchs, 9 points, tu veux quoi de plus? Au bout d'un moment, dans une saison comme ça, où tu as mal commencé, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi à un gars devant le filet qui a un peu pris sur la tête en début de saison en disant « mais toi, tu n'es pas assez fort par rapport à Jonas Hiller, ça ne va jamais aller. » Puis finalement, on se rend compte qu'il a quand même été drafté par une extraordinaire organisation de National Hockey League, qui sont les Red Wings de Détroit. On sent la légende. Et puis, non, mais voilà, Van Potterberg, c'est un gars qui a du talent. S'il avait pu rester à Davos, je pense que Davos serait content de lui. Ma foi, il est à Bienne, et puis Bienne doit être content de lui aussi. Notamment, quand tu fais 9 points contre des équipes comme ça, c'est aussi les points comptent pas double, mais ces gens-là qui sont derrière toi, ils vont rester derrière toi quand tu réussis ces trucs-là. Donc, je pense c'est ça qui est bien. Je pense que Bienne, tu touches le point. On ne va pas faire la fine bouche. Puis là, on accorde moins de buts. Van Potterberg, il fait des arrêts qu'il ne faisait pas en début de saison. En début de saison, dans ce match-là, il a accordé 3. L'attaque était peut-être en panne, comme tu le dis, Pascal. On aurait dû prendre le large avec les occasions qu'on a eues. On ne l'a pas fait, mais lui, il a gardé son équipe à flot et il a pris qu'un but. Puis finalement, il a permis à son équipe d'aller chercher les 3 points. Et c'est ça, je pense, qui fait un peu la différence du côté du HC Bienne. Au début de l'année, tu n'avais pas cet apport des gardiens. Pas souvent cet apport des gardiens. Et là, récemment, il faut regarder le nombre de buts accordés.
on a baissé énormément le nombre de buts accordés. Évidemment, ce n'est pas que le gardien, c'est peut-être le système défensif. Peut-être que les joueurs commencent à s'ajuster au système de Leuenberger, reprendre un peu de plaisir. Et je pense que malgré le fait qu'ils auraient peut-être dû, tu as peut-être raison là-dessus, Pascal, on te charrie un peu, ils auraient peut-être dû prendre le large. Ils ont quand même sorti avec la victoire, ce qu'ils ne faisaient pas en début de saison. Et Rayala a marqué. Oui, en plus. Je tiens quand même à relever que vous m'avez un peu charrié sur le gardien. Je n'ai pas parlé du gardien, j'ai parlé des attaquants. C'est vrai. Moi, je vais en parler du gardien, messieurs, parce que les 3 points reviennent clairement à Van Pottelberg. Et on a été dur sur le HCBN parfois durant la saison, dur sur ses gardiens aussi. Mais je l'ai dit durant le commentaire hier du match, là, pour ceux qui ont écouté, Van Pottelberg, depuis le début de la saison, là, il y a de grandes pointures de souliers à chausser. Là. C'est celle de Jonas Hiller. Il arrive avec ce spotlight, cette lumière sur lui là, qui doit faire comme Hiller faisait. Ben, hier, il l'a fait. Hier, c'est lui qui est allé chercher la victoire parce que oui, en première période, Bien a dominé, mais pour le reste, là, c'est des arrêts spectaculaires qu'il a fait. Et Bien donnait des chances à 1. Là, c'était des tirs de l'enclave, c'était des tirs très difficiles à arrêter pour un gardien de but. Beaucoup de déplacements, des passes à contre-courant, en milieu de zone et tout. Moi, j'ai trouvé Van Pottelberg très impressionnant. Et je rejoins Pascal sur le fait que oui, les 3 points sont importants. Ça, Jean-Philippe, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais il y a la façon dont on gagne. La façon dont le HCBN est sorti hier, il aurait joué contre n'importe quelle formation de la National League et il aurait donné du fil à retordre à la formation. Il aurait pu battre n'importe quelle formation de la façon dont il fonctionnait en première période. Ils ont suivi le plan de match de Leuenberger. Tu crois qu'ils auraient pu tu crois qu'ils auraient pu battre Fribourg? Franchement. Honnêtement, la façon dont ils jouaient, moi, quand je les ai vus sortir, c'était wow. C'était wow. Puis ils se sont fait refuser un but, évidemment, parce que Pouliot, tout juste après le but de Hugli, Pouliot a marqué, Kunzle a été puni tout juste avant la réussite de Pouliot. C'est dommage parce qu'à 2-0, ça aurait peut-être été un autre match. J'ai aimé quand même que Leuenberger prenne un temps mort à 8 minutes à faire en deuxième période. Pas parce que son équipe venait de se faire marquer, mais parce qu'il sentait que le vent avait changé. Il sentait que son équipe venait de perdre le contrôle de ce match-là. Malheureusement, son temps mort n'a pas servi à grand-chose parce que Rapperswil, en deuxième période, ont tout dominé, ont tout mangé. Mais quand même, j'ai aimé l'audace de prendre un temps mort, de prendre ton temps mort, alors qu'on sait qu'en fin de match, ça peut être payant lorsque tu es victime d'un dégagement refusé ou quoi que ce soit. Un temps mort, c'est quand même précieux. Bien, il a quand même pris son temps mort pour essayer de calmer les choses puis essayer de changer le vent de côté. Et ça, j'ai quand même aimé l'audace. Mais j'aurais aimé que Bien joue 60 minutes comme ils ont joué la première période. Effectivement. Voilà. Donc, c'est une grosse victoire. C'est une équipe qui va bien. Puis, le calendrier à venir... Et plutôt, c'est contre des équipes, bon, dans le Davos, son 6e, mais c'est contre des équipes qui sont comme eux depuis le début de la saison, soit en dessous, soit à peu près comme eux au niveau de la moyenne de points. Donc, c'est un moment clé dans le championnat. Les 6 prochains, là, jusqu'au 2 février, c'est un calendrier qui est, entre guillemets, favorable, où on peut raisonnablement penser qu'on peut faire un maximum de points. Ah, c'est le moment ou jamais, de toute façon, pour Bien. Puisque tu as évoqué Fribourg, ils ont encore des matchs contre Fribourg. Et Fribourg, c'est pas ça cette année. Non, donc, 5 défaites contre Fribourg, ouais. Alors peut-être demain, ce sera un peu plus compliqué contre Davos, puisque Davos va bien aussi. Mais c'est clair que le reste de ces matchs jusqu'au 2 février, c'est là où la troupe de Leuenberger, ils vont devoir emmagasiner, parce que comme ça, ils pourront passer peut-être devant Lugano, peut-être flirter avec la 6e place, voire même passer au-dessus de cette fameuse première barre. Ouais, Lugano qui passe une petite crise actuellement, c'est quelques défaites de suite. Là, ça commence à. On a pu voir au Tessin un petit peu de pression déjà sur l'entraîneur. Évidemment, c'est toujours l'entraîneur quand ça va mal. Et Serge Pelletier n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine, les garçons. Donc, 5 défaites en 6 matchs et surtout Arcobello, 0 points en 5 matchs. Ouais, alors et ça, quand votre leader à qui vous avez donné le 7 capitaine que vous avez enlevé à Chiesa, ça doit faire un peu grincer les dents. Là. Bah, c'est depuis que Arcobello il a le C à chaque match à peu près, qu'ils perdent. De là à faire Nicolas avait fait. Tu dis ça, tu dis rien, quoi. C'est ça. Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Je tiens quand même à relever parce que moi j'ai commenté le match contre Zug vendredi. Ils avaient 3 défenseurs absents et 3 défenseurs importants, Riva, Head et puis Wolf. Et au 3e tiers, il a joué avec Villa qui disputait son premier match et Ugazzi sur la même paire. Il y a eu pas mal de petits ratés. Mais bon, le 3e tiers, ils l'ont bien joué parce qu'il y avait Faton dans les buts. Mais Ugazzi, il est coupable sur le 2-0 de Zug.
Oui, on a beaucoup là. C'est vrai que je parle de Serge Pelletier, mais il y a beaucoup de blessés en défense. Hein. Je veux dire, on joue avec Ugadi, on joue avec Villa, on joue avec un paquet de jeunes. Riva est blessé. Il y a plusieurs blessés en défense. Donc, à la décharge de l'entraîneur, à un moment donné, c'est un peu plus difficile quand tu as un line-up. Avec beaucoup, beaucoup de blessés, c'est compliqué. Sur le long terme, un match ou deux, ça peut aller, mais là, ça fait plusieurs matchs. Donc il doit faire avec les solutions du bas. Ugadi, c'est un tout petit bégaillard. Hein. C'est 1m68, 65, 66 kilos, beaucoup de talent. D'ailleurs, l'équipe nationale U20 lui a dit qu'il était assez bon pour jouer avec nous, mais était trop petit. Ça, c'est la petite parenthèse sur Ugadi. Messieurs, on parle des blessés. À Bienne, justement, il y a beaucoup de blessés. On parle du calendrier favorable. Au moins, quand on va affronter les grosses cylindrées du championnat, il y a peut-être des blessés qui vont revenir dans l'effectif, ce qui va peut-être aider le HC Bienne. On a une question de Yarno qui nous demande qu'est-ce qu'on pense d'avoir mis Komarek au lieu de Lindgren hier, parce que le deuxième centre, c'était pas Pertu Lindgren, il était surnuméraire, l'étranger de Topo hier. Alors, c'est facile. La réponse, elle est assez simple. C'est Lindgren qui, après son déménagement de Davos, les matchs disputés et puis sa mise en place, a demandé à être surnuméraire pour un peu souffler. Donc, c'est pas une sanction, c'est pas un choix de l'entraîneur. Enfin, oui, c'est un choix de l'entraîneur qui a accédé à la demande du Finlandais, qui est, somme toute, quand on a cinq étrangers, c'est déjà un luxe. Quand ils sont tous en santé, s'il y en a un qui ne se sent pas, il a l'honnêteté de le dire. Moi, je trouve que c'est tout bénef, c'est plutôt une bonne chose. Et puis on sait que Lindgren est un joueur honnête, hein, tu le dis, il n'a jamais triché vis-à-vis de Davos avant, il ne va pas commencer à tricher maintenant vis-à-vis de derrière. Je ne suis pas sûr que si tu poses cette question-là à Volven, il va être d'accord avec toi. Hein. Mais Komarek a quand même pas mal fait hier. Il a été bon, il n'a pas été exceptionnel, on ne l'a pas vu beaucoup, mais il a quand même été efficace. Est-ce que Lindgren aurait été meilleur, aurait été mieux peut-être? Moi, j'ai quand même bien aimé le match de Lucas Hischier parce que, mine de rien, ça fait une semaine, là, la transaction Hischier-Lindgren contre Nussbaumer et Ulstrom. Moi, j'ai aimé beaucoup le match de Hischier, qui est à l'origine du premier but du match. C'est son deuxième point en 3 matchs avec le HC Bienne. Je l'ai trouvé efficace. Moi, je trouve que c'est le joueur clé de cette transaction-là à moyen terme. À long terme, c'est Nussbaumer. À moyen terme, je pense que Hischier va être très payant pour l'HC Bienne. Mais je pense que cette transaction-là, plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça ne sert à rien de l'avoir à long terme parce que de toute façon, Hischier à l'avenir à Bienne, c'est de toute évidence, et Nussbaumer partait à Davos de toute évidence. Les deux étrangers n'ont plus de contrat jusqu'à la fin de l'année. Donc, honnêtement, ça peut être que court terme l'évaluation de cette transaction-là parce que ça aurait été de toute façon ça l'année prochaine. Donc, et je pense que Bienne est gagnant sur toute la ligne, non seulement au niveau financier, parce que chacun garde les factures, et je pense que Ulstrom et Nussbaumer gagnent beaucoup moins que Lindgren et Hischier, et je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. Et sur la glace, Lindgren, à court terme, est un meilleur étranger que Ulstrom, je pense. Et puis, Hischier est plus mature que Nussbaumer. Là, maintenant, Hischier apporte plus dans une équipe que Nussbaumer parce qu'il est plus vieux, plus costaud, plus d'expérience, etc. Donc, je pense qu'à court terme, Bienne a été gagnant sur toute la ligne. Oui, on a fait la bonne affaire. Juste pour revenir sur Komarek, il me semble qu'il revenait de blessure pour ce match-là aussi. Hein, donc, c'est normal que sa performance, elle n'était pas non plus top. Il est à peine arrivé, il a joué les premiers matchs, ensuite il a été un peu surnuméraire, il s'est blessé ensuite. Et là, il revient. Bon, il lui reste 6 jours de contrat, il me semble. Est-ce qu'on va le garder? C'est la question que je vous posais. On va le garder. Est-ce qu'on va le renouveler? Alors, ça vaut la peine de garder 5 étrangers? Je t'aurais dit face à Ulstrom, oui. Parce que Ulstrom, il n'a pas donné grand-chose en plus de sa commotion. Tout ça, mais depuis le début de la saison, il a eu de la peine. Face à Lindgren, je ne suis pas sûr qu'il soutienne la comparaison. Mais est-ce qu'on ne garderait pas Komarek au cas où, en 5 étrangers, comme Lindgren ne se pensait pas bien hier, on a mis Komarek. Est-ce qu'on peut garder ce luxe-là jusqu'à la fin de l'année en se disant Komarek, il est là pour dépanner, on lui donne... on le nourrit, on le loge et puis l'affaire est belle. En fait, on paye Lindgren au prix d'Ulstrom. Donc, on peut peut-être se permettre de garder Komarek. Puis, malgré tout, il s'est quand même pas mal intégré dans le système de jeu. Aussi en power play, il est là comme bumper souvent. Et ça fonctionne assez bien. Ils le mettent avec Offert. Et les deux Autrichiens, là, ça fonctionne. On sent que le courant passe. Je les avais vus notamment à Davos, où Komarek avait fait un point. Et puis, je pense que ça peut être une solution viable. Messieurs, on a terminé pour le HC Bienne. Il y a eu énormément d'actualités dans la dernière semaine. Et Jean-Philippe, tu nous as préparé ton coup de gueule de la semaine.
Oui, effectivement, hein, ça porte sur une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, mais comparaison de deux charges hein, qui ont fait beaucoup parler. D'abord, celle de Damien Ria sur Elia Riva, donc dans ce match entre Genève Servette et Lugano. Damien Ria qui avait été exclu dans la première minute de jeu ou deuxième minute de jeu, 5 plus mec match, et puis 7 match de suspension. Et puis cette charge en Swiss League entre Sierre et Ajoin, c'est le défenseur Viniger qui envoie le top scorer à Joulot dans la bande, Philippe Michael DeVos, qui est blessé hein, pour l'instant, et qui a pris 2 plus 10, Viniger, et il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Et là, la saison bat son plein, elle charrie son cortège de charges, de sales coups. C'est normal, ça arrive. Naïvement, on imagine que tout le monde va être à la même enseigne, tout le monde va être puni selon une ligne de conduite claire. Et comme chaque année, on est déçu, voire même choqué. Au début d'année, la Ligue nous le répète, l'important, c'est l'intégrité physique des joueurs. Ça, c'est notre message. Mais lorsqu'on voit cette différence de traitement, on peut imaginer que ce message ne peut plus être pris au sérieux. Ce n'est pas possible. Le message qu'on donne, notamment sur la charge de Viniger, alors qu'on n'ouvre pas d'enquête là-dessus, c'est défenseur de Swiss League, allez-y, frappez Philippe Michael DeVos, vous risquez rien, juste 2 plus 10. Et puis, de toute façon, nous, à la Ligue, on préfère les bourrins aux artistes, on préfère Cloton à joie au niveau d'une future promotion. Et puis, du coup, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Au final, cette situation met une fois de plus en lumière des processus disciplinaires en Suisse, et ceci dans 2 ligues professionnelles, des processus disciplinaires qui sont amateurs, dans des ligues professionnelles qui, joueurs et fonctionnaires compris, méritent beaucoup mieux à mon sens. Tu as bien raison, Jean-Philippe. On ne reviendra pas sur la charge de Ria, là, mais la charge du défenseur du HC Sierre, qui est, à mon sens, beaucoup plus violente parce qu'il prend un élan. Il y a beaucoup plus de vitesse. Là, il voit que, de toute façon, le joueur est face à la bande, qui est dos à lui. Il ne se gêne pas pour la charge. Moi, c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas une sanction à la hauteur de ce que Ria a eu. On en parle. La semaine dernière, moi, je disais à quel point je voulais une sanction un peu modèle pour Damien Ria. Il l'a eu, mais par contre, j'espère qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une continuité dans tout ça, puis qu'on va avoir un peu une ligne de conduite, autant en National League qu'en Swiss League. Et c'est absolument... Ouais, vas-y, Steph. Ouais. Non, vas-y, rajoute. Non, je dis dans la charge de Viniger, il y a un truc qui me dérange absolument, c'est que l'arbitre, un des arbitres principaux, est à 1 mètre. Mais simplement, quand vous regardez le ralenti, lui, il s'occupe simplement du puck. Il ne veut pas toucher le puck avec ses patins. Alors, il regarde où il est, il saute par-dessus, puis tout à coup, il voit DeVos par terre, il n'a rien vu. Et le gars de l'autre côté de la patinoire, le deuxième arbitre, lui, n'a pas pris ses responsabilités. Il s'est dit, bon, allez, je lève, mais on donne 2 plus 10 parce que j'ai pas vu, quoi. J'étais loin, et puis toi, tu as vu, ah ben non, je regardais le puck. Alors, j'ai jamais été arbitre, Stéphane, tu sais que c'est des situations où, ma foi, ça va c'est des fractions de secondes, tu dois prendre des décisions, tu dois pas toucher le puck. OK, mais alors... c'est un problème de position. Là. Tu soulèves un bon point. Ce soir-là, je vais m'envoyer la vidéo tout de suite. Puis moi, je me suis dit, quand j'ai reçu cette vidéo-là, je n'étais pas au match, j'étais chez moi, j'ai fait un petit sondage rapide. J'ai envoyé à plusieurs arbitres la truc. Évidemment, la grande majorité, pour la totalité, était plutôt dire c'est violent, c'est comparable, enquête ouverte, c'est comparable à Ria. Comparable, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est clairement 5 mecs match. Et puis, voilà. Sur le match, moi, je sais que c'est très difficile pour les arbitres de trancher 2 plus 10, 5 mecs match. Le scandale, il est plutôt après. Je vais parler du match, la position. Je vais essayer d'aller dans l'ordre, là. C'est un mauvais. Le R1 c'est une erreur de position. C'est un arbitre qui a peu d'expérience. Il aurait dû se mettre simplement sur le côté à l'oreille au hash mark, laisser passer le jeu. Il aurait une vue idéale là-dessus. Au lieu de ça, il est en train de sauver sa peau, de s'occuper de son patinage et de son positionnement. Il n'arbitre pas. Ça arrive souvent quand le puck est très proche de toi. C'est R2 qui doit te sauver les fesses. L'R2 l'a sauvé les fesses, mais à moitié 2 plus 10. Moi, je pense 5 mecs match, c'était le tarif minimum. On est d'accord avec ça. Mais sur le match, des fois, je peux comprendre les arbitres. J'ai été dans cette situation-là. Mais ce qui est le pire, c'est qu'après, c'est que le juge unique voit ça et puis ils se disent « Ah non, 2 plus 10, c'était la bonne décision. » Comment c'est possible? Alors, pour moi, c'est pas aussi grave que Ria,
Mais c'est répréhensible quand même. Moi, je pense que s'il avait mis 3 matchs à Winiger, personne n'aurait rien dit. 3-4 matchs, 2-3-4 matchs. Je ne comprends pas cette non-sanction parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai vu une charge de Jess Gragan. Gragan, le défenseur de Zug, qui a joué un match avec Zug Academy. Il a fait une charge dans le dos dans un match qui a été pénalisé de 2+10. Et puis, je pense que ça méritait 2+10. Pas forcément plus. On me l'a envoyé aussi, cette vidéo-là. Et puis, finalement, le juge unique a décidé d'y mettre 3 matchs. Et c'est bien moins pire que Winiger. Donc, là, le problème, c'est la ligne. La ligne, elle est où, la ligne? Comment ça se fait que nous, pauvres amateurs de hockey ignorants qui connaissons rien, arrivons à se dire ça n'a pas de sens? Comment ça se fait que le PSO, le juge unique, il ne connaît rien au hockey, on s'entend, c'est un homme de loi, c'est un juriste qui a le droit de veto sur tout. À la fin, il peut choisir. La Ligue a été consciente que le juge n'avait aucune idée du hockey, puis c'était n'importe quoi, il y a quelques années. On a dit, on va lui mettre un PSO, on va lui mettre 2 gars qui connaissent le hockey, qui sont en dehors du pays, qui ne vivent pas ici, qui n'ont pas d'influence, qui ne sont pas fans, qui n'habitent pas là, etc., qui vont juger ça de façon complètement décalée. Et là, ces gars-là, ils envoient le rapport, et puis l'autre, il peut quand même faire ce qu'il veut après. Ça sert à quoi? Stéphane, on a la solution sur notre chat. Il y a Quentin qui dit Stéphane Rochette comme juge unique. Voilà la solution. Comme président. Ouais. Non, mais c'est un truc, quand je serai à la retraite, je ferai volontiers. Mais je ne suis pas homme de loi. On dit que c'est un homme de loi qui doit. Mais l'homme de loi, si on a besoin d'un homme de loi, légalement, ils sont obligés d'avoir un avocat. Mais moi, si j'étais la Ligue, je dirais l'avocat, là, écoute bien ce qu'on dit, puis écrit ce qu'on dit, puis signe le truc à la fin. Mais non, le juge, il prend l'opinion, puis c'est quand même lui qui prend la décision. Ça sert à quoi d'investir? Ça coûte de l'argent. Comme pour les diving, juste pour les diving, les embellishments et tout, c'est les arbitres qui signalent les cas limites, mais quand ils signalent un cas limite au juge unique, ils doivent payer pour que le juge unique regarde la séquence, puis qu'il décide s'il y a un diving ou non. Putain, on vit dans quel monde, les gars? Et encore une fois, je reviens sur les sanctions. C'est chaque année, on a cette espèce de truc où ça s'en va tout croche. Puis je me dis, à un moment donné, il ne peut pas avoir des conseillers. J'ai été dans le bureau d'un directeur sportif pendant 3 ans quand j'ai bossé à Lausanne. Et puis Yann Alston n'a pas beaucoup de cheveux, hein, mais il se les arrachait quand même par moment. Là. Il disait, mais c'est comme ça chaque année. Comment que ça se fait? C'est incroyable. On se discrédite totalement. Jean-Philippe a raison. On se discrédite. C'est amateur. C'est de l'amateurisme dans des ligues pro. Mais Pascal, on a eu une question de Fabrice. Est-ce que la dissociation entre la Fédération et la National League pourrait aider à justement avoir une meilleure ligne de conduite, à avoir des décisions plus claires et plus sensées? Peut-être. Peut-être qu'avec la dissociation, il y aura la mise en place d'un vrai comité de discipline, comme on connaît en NHL, où il y a un PSO qui est un vrai procureur, donc c'est vraiment lui qui dit, bah voilà, j'ai vu ça, je demande tant, et puis un homme de loi avec un juré, tout simplement, un jury de pairs, hein, d'anciens joueurs qui disent, bah ouais, non, je suis plutôt d'accord avec le procureur, ou plutôt d'accord avec l'avocat de la défense, et puis ensuite on fait une échelle peut-être un petit peu mieux. Mais je ne sais pas si ça... Parce qu'il y aura toujours le problème de l'homme de loi, comme l'a dit Steph. Donc... Ça a été réfléchi quand j'étais arbitre pro. On avait déjà parlé de ça parce que nous, les arbitres aussi, ils crient au scandale. Puis ça les embête parce qu'eux, ils sont les représentants de la justice et de la loi dans la Ligue sur la glace. Et puis après, ils voient des décisions prises par les autres. Puis ils disent, après, les gens, ils mélangent arbitre, juge, etc. Puis c'est eux qui sont les sauve-douleurs. Là, il n'y a pas de fans. Mais moi, je me suis déjà présenté sur une patinoire où il y avait eu une sanction incompréhensible contre l'équipe locale dans un match de play-off. Et puis, on s'était fait huer, parce qu'évidemment, on était les représentants de la Ligue, on s'était fait huer à l'échauffement. On avait balancé des objets sur la glace avant le début du match. Et moi, je n'étais pas responsable, je n'étais même pas l'arbitre du match précédent, puis c'est le juge unique qui avait fait une connerie incompréhensible, puis c'est nous qu'on a ramassé des trucs à travers la tronche. Cette parenthèse terminée, on avait étudié une possibilité de rendre ça plus crédible. C'est pas d'hier que c'est pas crédible. On avait dit, il faut faire un comité de 3 personnes, un arbitre, un ancien coach, un ancien arbitre, un ancien coach, un ancien joueur. Puis on décide. On a dit, non, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui est plus compliqué que le PSO puis le juge? Le juge, il faudra toujours quelqu'un, un homme de loi, tu dois l'avoir. Tu fais tes choix,
Voilà, et puis pour signer, parce que quand tu donnes une amende à quelqu'un, il faut qu'il y ait un homme de loi dans le truc là. Ok. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal concernant sa réponse avec la dissociation de la Ligue et de SIHF et National League. Je pense que on va faire quoi? On va faire un tribunal, un comité de discipline pour la National League, un comité de discipline pour la Swiss League, ou bien est-ce que c'est un truc commun? Mais si c'est un truc commun, qui est-ce qui paye qui? Parce que ce sera deux SA strictement séparés en termes économiques, hein, ce sera deux sociétés anonymes. On va plutôt vers le mauvais, à mon avis, plutôt que vers le beau, ou en tout cas un truc à deux vitesses où il y aura deux comités. Tout d'un coup, il y a celui de la Swiss League fonctionnera mieux que celui de la National League. On verra bien. Merci, messieurs, pour cette discussion et merci, Jean-Philippe, pour ton coup de gueule de la semaine. On va poursuivre sur l'actualité des clubs romans avec Fribourg-Gotteron. Fribourg qui a joué 3 matchs cette semaine, un match complètement fou mardi. Pascal, tu l'as vécu, c'est toi qui le commentais, une remontée spectaculaire, victoire finalement en prolongation, 7-6 sur Davos. Ensuite, un autre gain face à Rapperswil, 5-2. Mais Fribourg a trébuché hier, Jean-Philippe, c'est toi qui commentais le match, une défaite de 4-1 face à... Avec Stéphane, avec un jeune analyste très doué, il ira loin. Merci Jean-Philippe pour ton vote de confiance. On peut revoir peut-être les images, les buts de ce match. Jean-Philippe, je te donne la parole. Oui, effectivement. Alors, c'est dans le premier tiers, 0-0, rien de marqué. Et puis, Fribourg est resté un petit peu scotché dans le début de deuxième tiers. On voit que c'est Winnick qui a trouvé, en étant très patient, la solution pour débloquer le score. Ensuite, on a laissé Omark tout seul devant Reto Berra. En l'espace de quelques minutes, on est passé de 0-0 à 2-0 pour Genève. Et on revoit là le bon lancer du poignet de Carrère depuis la ligne bleue. Et puis Omark qui dévie. Quand on le laisse faire, c'est difficile. Puis ensuite, il y a tout un jeu de Walzer qui a offert la réduction du score à Mathias Rossi. À ce moment-là, c'était un petit peu le brouillard du côté fribourgeois. On est déjà dans le troisième tiers. Mais on se disait, tiens, OK, 2-0, ça peut revenir, ils l'ont déjà fait. Et puis ensuite, il y a ce but de Fulmin, un tir dévié qui surprend Berra peu après la réduction du score fribourgeoise. Et ça a donné un petit coup sur le casque des hommes de Christian Dubé qui n'ont jamais vraiment pu faire la différence pour revenir ensuite. Il y a encore Linus Omark qui va sceller le score final, le 4-1, dans la cage vide. Fondamentalement, c'était une question d'intensité. Il y a une équipe qui était prête sur 60 minutes. Ça, c'est encore Noah Rod qui nous l'a confirmé après le match en interview. Et puis une autre qui a eu un creux. Un creux qui a été fatal, 2 buts. Et il faut aussi dire que dans le premier tiers, Fribourg a été sauvé 2 fois par ses montants, et puis je ne sais plus combien de fois par Reto Berra, qui a fait un énorme match, sans quoi, après 40 minutes, c'était peut-être 5-0 plutôt que 2-0. Steph, je vais te poser déjà la question d'un de nos abonnés, Fred, qui demande, y a-t-il une explication des mauvais résultats de Fribourg-Gotteron contre des équipes du top 5? Seulement une victoire, c'était contre Lausanne. Les prochains matchs de Fribourg, mardi contre Zurich, vendredi contre Servette, dimanche contre Zurich, une semaine de tous les dangers pour Fribourg, point d'interrogation? Oui, c'est clairement, on l'a dit, c'est un moment clé dans la saison. S'ils réussissent à accrocher leur part de points, ils vont réussir à rester dans le wagon du top 6, top 4, top 5, top 6, appelez-le comme vous voulez. Par contre, s'ils cumulent les défaites, s'ils continuent d'avoir leurs insuccès contre les équipes du haut, c'est clairement qu'ils n'appartiennent pas au tableau du haut. Et c'est inquiétant. Écoutez, on peut le tourner dans tous les sens. Sur 9 matchs contre Lausanne, Zug, Genève et Zurich, c'est une victoire. Une défaite en prolongation. C'est 4 points sur 27. Puis si vous comptez la Coupe de Suisse contre Zurich, c'est une victoire en 10 matchs. Il y a quand même une tendance qui est un peu inquiétante. C'est que contre ces équipes-là, on n'arrive pas à faire face à la musique. Et mon explication, je le répète, c'est que quand on joue contre des équipes qui sont plus percutantes offensivement, qui arrivent avec beaucoup plus de vitesse, qui sont portées beaucoup plus vers l'attaque, c'est des équipes de possession de rondelles, la défense de Fribourg, les défenseurs de Fribourg sont mis sous pression, sont énormément mis sous pression. Et puis ces défenseurs de Fribourg-là ne sont pas, pour moi, assez mobiles ou leur mobilité leur coûte beaucoup, cause beaucoup de problèmes face à des équipes de plus haut de tableau. C'était flagrant encore hier au deuxième tiers. On était débordés. À chaque fois qu'il y avait un tir au but, un puck qui partait,
on était deuxième sur la rondelle. Les entrées de zone avec beaucoup de vitesse, on reculait beaucoup, on avait un peu peur. Donc, on a beaucoup de défenseurs qui se ressemblent à Fribourg. Il y a Gunderson qui est mobile, mais qui n'est pas un grand défenseur défensif, qui est OK sans plus, un défenseur offensif. Les autres, c'est un manque cruel de mobilité. J'exclus Abicher du lot, il n'a que 20 ans. Il va s'améliorer, là, on ne va pas le changer. Mais les autres, c'est tous des défenseurs qui se ressemblent. Assez gros, assez grand, pas super mobile, pas super extraordinaire avec le puck. Führer vient de revenir aussi. Donc, ça fait que la défensive est mise à mal. Et remarquez dans tous ces matchs-là, ou à peu près tous ces matchs-là, quand tu as des problèmes, des joueurs de défense ont des problèmes à faire face à la musique, ça met énormément de pression sur le gardien. Et puis Berra ne peut pas sauver le fort à lui tout seul contre ces grosses équipes-là, c'est flagrant. Il l'a fait contre Lausanne. La seule victoire qu'ils ont obtenue dans ces 10 matchs, c'est contre Lausanne. Ils ont accordé 54 shoots. Donc, Berra a fait la différence dans ce match-là. Et les autres matchs, on a été souvent out-shootés, pas toujours. On a plus de shoots qu'on Zug, mais de façon générale, on a accordé une moyenne supérieure à 40 shoots, on est mis sous pression. Voilà l'explication, mais il faudra trouver des solutions, là, parce qu'on ne peut pas chaque fois dire, parce qu'à un moment donné, ils vont perdre des matchs contre les équipes en dessous d'eux. Il faudra quand même qu'ils accrochent des points pour rester dans le wagon. Mais là, voilà, mais c'est décisif. Les 2 prochaines semaines sont décisives pour Fribourg. Pas décisives, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais pour savoir à quelle partie du tableau ils appartiennent. Haut, le milieu ou le bas, parce que notre classement est en train de se séparer, messieurs, en 3 parties bien distinctes. Steph, moi j'ai envie de t'entendre sur ce que tu viens de dire. Tu parles de mobilité des défenseurs qu'on appelle contre des équipes mobiles. Pourtant, mardi, c'est Davos. Davos, c'est un style de jeu qui est quand même encore assez porté vers la mobilité. On l'a vu au premier tiers avec ses 4 buts. Rapperswil, c'est pas une grosse force défensive, ça s'appuie plutôt sur Chervenka, sur Moses, sur Clark ou Rowe quand ils jouent avec des attaquants très mobiles aussi. Pourtant, contre ces équipes-là, ils gagnent. Donc, c'est pas que la mobilité. On va pas se vanter. Moi, je comprends ce que tu dis, mais on va pas se vanter de la victoire contre Davos. On s'entend. On a accordé 5 buts. Est-ce que les chiffres de Fribourg sont biaisés par Berra? Parce que contre des équipes, justement, contre Rapperswil ou Davos, ou peu importe, oui, on est capable de marquer des buts là, chez ces équipes-là, mais c'est quand même pas les forces de frappe de Zug, Zurich, Genève, Lausanne. Et Berra, il paraît toujours tellement bien contre toutes les équipes. Là, oui, des fois, il y a des petits passages, des petites soirées un petit peu plus difficiles, mais même contre les bonnes équipes, il est très fort. Mais contre les bonnes équipes, il va donner 2 buts, il perd 2-1. À un moment donné, je pense que c'est un peu biaisé par Berra, les si bonnes performances contre les autres formations. Puis je pense que Fribourg a une belle formation, mais devrait plus être vers le milieu du classement que le haut de tableau, comme on voit présentement. Oui, mais cette semaine, Joe, c'est pas Berra qui leur a offert la victoire. Parce que contre Davos, ils sont après le 3-0. Et puis contre Rapperswil, c'était Hughes dans les buts. Donc ces 2 victoires-là, elles sont plus le fait de Hughes en tant que gardien que de Berra qui sauve des points à gauche à droite contre les autres équipes. Ils ont gagné contre Davos parce que Davos a été mauvais défensivement, catastrophique. Ils ont marqué 7 buts. Puis cette victoire-là, ce genre de victoire-là, quand tu perds 4-0 et tu reviens, ça arrive une fois toutes les 50 matchs. Ça arrive une fois toutes les 3 saisons, peut-être. Et puis ce soir-là. Et puis vendredi, est-ce qu'on peut dire que Rapperswil était nul à chier, les garçons? C'était épouvantable. Non, mais ils étaient soft, ils étaient passifs au forechecking. Il n'y avait rien, mais rien de chez rien. C'était une balade dans le parc pour Fribourg-Gotteron. Rapperswil est à l'arrêt complet. Là. Rapperswil, depuis un moment, en début de saison, on parlait d'eux, surprenants, etc. Ça n'a plus rien de l'équipe surprise du début de saison. C'est une équipe facile à prendre. Mais Pascal, je suis d'accord avec toi, mais mine de rien, Fribourg a excellé offensivement dans ces 2 matchs-là, ce qui parfois fait défaut, puis que Berra sauve l'équipe. Mais là, on a marqué 12 buts. Je suis d'accord que contre Davos, là, c'est un match assez exceptionnel, un peu bizarre. Mais quand même, contre Rapperswil, oui, c'est Hughes devant le filet, mais tu aurais mis n'importe qui devant le filet, tu marques 5 buts. Techniquement, tu devrais gagner. Donc là-dessus, il a été soutenu, Hughes, par son attaque. Mais parfois dans la saison, on se repose beaucoup sur Berra. Puis tant mieux, on a un gardien élite. Profitons-en. Mais je pense ça biaise un peu les chiffres de Fribourg parfois. Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que Christian Dubé cherche des solutions. Il n'a pas encore son line-up type. Il a des petits hints sur la première ligne avec Motte, Stolberg et Desharnais. Ça joue plus ou moins. Il avait mélangé ses centres
contre Genève en rétrogradant Bikoff aux côtés de Heron et de Rossi. Et puis quand il a vu que ça prenait pas, la greffe ne prenait pas, on a recréé un trio Jörg, Walzer, Rossi. C'est ce trio-là qui marchait bien et qui a réduit l'écart. Donc en fin de match, et il l'a dit encore à nos collègues de la Liberté, il disait moi je peux changer les trios, je peux essayer de créer un déclic, mais au bout d'un moment, c'est les joueurs qui doivent avoir ce déclic-là. On a trop de joueurs, et je quote, hein, c'est qui chient dans leur culotte. Alors, qui ont peur. Alors, est-ce que c'est une question de courage? Il n'a pas dit dans quelle situation, mais est-ce que c'est une question de courage? Est-ce qu'il faut aller pincher? J'y vais qu'à moitié parce que je sais que je ne vais pas très vite par rapport à l'attaquant qui est là. Et puis finalement, ça change peut-être des choses. Ça, on n'est pas dans le secret du vestiaire. Mais il parle de qui? Il parlait de qui selon toi? Mais je ne sais pas. Honnêtement, quand on a regardé le match de Rapperswil, c'est moi qui l'ai commenté, personne a fini d'une charge quasiment. Alors, mais bon, au final, tu gagnes. Donc, tu ne peux pas te permettre d'aller dire ça ne va pas. Parce que tu gagnes, parce que Motem marque son 15e but, égale son record le jour de son anniversaire. Pour ses 30 ans, il met le 3-0. Enfin, il y a plein de petits trucs sympas à mettre en avant. On ne va pas commencer à dire, mais je pense qu'il a quand même dû leur parler de ça. Parce que, voilà. Et puis, contre Genève, tu ne peux pas te permettre ce genre de truc. Hein. Et puis, en discutant avec Benoît Yecker, il me disait on a manqué d'intensité. Et David Ebicher disait ça plutôt, on a manqué d'intensité contre Genève. Et contre Genève, ça ne pardonne pas. Si tu n'as pas l'intensité sur 60 minutes, un jour ou l'autre, tu es puni. Et puis, on peut prendre l'exemple de Lausanne, qui n'a pas joué depuis longtemps. Mais regardez les changements dans le line-up lausannois, il n'y en a pas quasi. Hein, on garde les mêmes lignes, c'est les blessures et les suspensions ou les absences qui font qu'on doit changer le line-up. Et sinon, on a des automatismes. Et puis, on fait bouger qui? On fait bouger des gars d'expérience. Ça veut dire qu'on met, tout d'un coup, c'est Cannings qui bouge, ou bien c'est Gibbons qui bouge. Mais on va rarement changer des joueurs qui sont, même s'il n'y en a pas beaucoup, hein. Les jeunes à Lausanne, c'est Jäger, hein, c'est à peu près. Voilà. Moi, je serais curieux de savoir de qui il parlait. Parce que qui peut être trop soft? Qui a pas? C'est pas Rossi, c'est pas Walzer, c'est pas Jorg, c'est pas la brigade défensive, parce qu'on a quand même des grands bonhommes. C'est Barbera. Hein? De Barbera, mais je veux dire, on chie dans nos culottes, ça veut dire qu'on a peur physiquement. Si je suis en québécois, c'est ce que ça veut dire. Ou on a peur d'avoir peur, je ne sais rien. Mais de qui il parlait? Il ne parlait pas de ses étrangers à l'attaque. Il visait qui? Il visait Motet, il visait Bikoff. Et des joueurs qui sont peut-être un peu moins physiques. Alors, quand un coach dit ça, et c'est pas la première fois qu'un coach dit ça, chaque joueur dit « Attends, il parle de moi, là? » Oui, mais bon, on sait très bien ce qu'il veut faire avec ça. Il veut qu'il y ait une prise de conscience et une responsabilisation. De ne pas se dire « Ah ben attends, il a de nouveau changé la ligne, si ça ne va pas, ben, c'est un peu de sa faute. » Non, les gars, maintenant c'est Zurich. Zurich à la maison, enfin chez eux, au Hallenstadion, il va falloir monter d'un cran, se battre, parce que là, Zurich derrière aussi, ça ne vous laisse pas beaucoup de place, même si la Noro était blessé, je ne sais pas s'il revient ou pas, mais ça ne vous laisse pas beaucoup de place. Il va falloir créer les gaps vous-même, il va falloir aller au charbon, parce que si vous frappez pas à Zurich, ça sera difficile de vous créer des occasions. Est-ce qu'il n'essaierait pas de créer quelque chose, hein? Je vous rappelle qu'il y a environ 365 jours, il y avait une grosse défaite à Davos et puis il avait utilisé des termes un peu crus. Et derrière, Fribourg s'était mis un gros coup de pied aux fesses et avait enchaîné des victoires pour aller chercher une place en play-off. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'il essaie de recréer avec cette déclaration? Il cherche une réaction, ça c'est certain. Ouais. On prend des questions de nos abonnés. Tout d'abord, Quentin qui demande, est-ce que la Mania Sandro Schmid est déjà terminée? Était-ce un écran de fumée son début de saison? Il a 20 ans! Il faut être patient quand même. C'est ce que j'allais dire, JP. Je suis d'accord avec toi. Laissez-le. Il a eu un très bon début de saison. Il a eu une saison dernière superbe. Là, maintenant, laissez-le souffler un peu. Il a joué à l'aile du 4e bloc. On le cache un petit peu avec tous les guillemets que ça implique. Mais là, il a joué le match contre Rapperswil au centre du 1er bloc. C'était peut-être un petit peu beaucoup, mais il a vu ce que c'était. Et moi, on continue. Je pense que Christian Dubé est tout à fait conscient de ça. Et puis, il ne faut pas le cramer, quoi. Il a déjà le A. Il a signé un contrat longue durée. Ça doit être une icône à terme. Mais à terme,
Donc, comme Ebicher, ce que disait Stéphane quand il l'a enlevé de l'équation, c'est très sage comme réflexion. Et puis, je pense qu'avec Schmitt, on est à peu près dans le même ordre d'idée. Exactement, faut pas être. Parce qu'en début de saison, on a été flashé par ses 2-3 buts, marqué deux buts. Mais ça reste que c'est pas un joueur. Ça sera pas. Je pense que c'est pas un joueur. Une fine gâchette offensive, c'est pas un gars qui va accumuler des points. Ça va être un centre two-way responsable de deuxième, troisième bloc, un joueur d'utilité. Attendez pas que Sandro Schmitt devienne un Julien Sprunger ou un Bikoff. C'est pas du tout le même type de joueur. Et là, les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent que c'est la future diva, c'est la future porte-drapeau du club. Là. Ça va être un bon joueur, un gars de la place. Oui, certes, il faut y laisser du temps, mais ça ne sera pas un joueur star. Ce n'est pas un talent extraordinaire, un gars qui va mettre 25 buts par année, qui va battre le record de Julien Sprunger. Il ne faut pas s'attendre à ça. Là. Les attentes étaient trop hautes en termes de points pour lui, puis déjà, il a 20 ans. On va se calmer un peu. Là. Non, mais ça peut devenir un bon travailleur comme un certain Kylian Motet. Ouais. Qui a 10 ans de plus. Écoutez, je ne dis pas qu'il aura autant de buts. Hein, mais... Ah non, mais ça ne sera pas le but. Moi, je pense que c'est pas du tout le même. Ça ne sera pas le même joueur que Motet. Est-ce qu'il va peut-être marquer 15 buts dans cette ligue un jour? Peut-être. Mais ça ne sera pas le type de joueur. Motet, c'est un unidimensionnel offensif, pas très physique. Joueur ailier, etc. Donc, Motet arrive à l'apogée de sa carrière. Là, il est au sommet. Et je pense que Sandro Schmitt va être un joueur de centre two-way qui va jouer un peu plus physique que Motet et qui ne sera pas une fine gâchette sur le power play. Regardez juste sa passing game, sa façon dont il passe le puck, Sandro Schmitt. Ce n'est pas un gars qui a une vision extraordinaire. Ce n'est pas un Bikoff au niveau de la création du jeu, etc. Puis ce n'est pas un Sprunger au niveau du shoot. Donc, ça va être un mix de tout ça. Il faudra le prendre comme un joueur d'utilité, de grande qualité dans 2, 3, 4, 5 ans, quand il sera au sommet de sa carrière. Messieurs, Quentin, je vous remercie pour votre réponse. Il reste une question sur Fribourg-Gotteron. C'est Gaétan qui la pose à Stéphane. Les compétences et les capacités de coacher à haut niveau étaient, entre guillemets, mises en doute par M. Rochette en début de saison. Après ce début de saison, malgré tout, réussi le bon développement des défenseurs Souter et Yecker ou l'explosion de Kylian Motet sous la férule de Christian Dubé. Que pensez-vous du travail de l'entraîneur au niveau du système ou du développement individuel des transferts qu'il a effectués? Alors moi, je trouve que c'est intéressant. Écoutez, peu importe le fait qu'il ne gagne pas contre les 4 premières équipes, etc., mais il assure contre les équipes qu'il doit gagner. Il a replacé cette équipe-là l'année dernière. Force est d'admettre qu'il appuie sur les bons boutons puis il prend des décisions intéressantes. Maintenant, ce qui change trop souvent, c'est trios. Peut-être un peu, c'est un avis personnel, mais voilà, si tu changes tes trios et ça fonctionne, tu as raison. Et je pense que l'utilisation de Sandro Schmitt, Jean-Philippe l'a relevé, il l'a caché un peu, etc., il l'a mis en avant, il le cache, c'est intelligent. La gestion des vétérans, je pense qu'il semble avoir les vétérans de son côté. Je ne sens pas de tension entre lui et les vétérans. Sa gestion du vestiaire semble intéressante. Mais tout finit par se savoir. Nagbauer à Berne en début de saison, tout le monde savait que ça n'allait pas. C'est pas long dans le milieu. Tout le monde le sait. Ça prend 2 semaines. Et on n'entend rien de négatif sur Christian Dubé. Il y a toujours des moins contents que d'autres. Mais force est d'admettre que le gars, il fait le job aussi bien qu'un entraîneur d'expérience. Il avait quand même l'expérience de joueur. Et il faudra voir sur le moyen terme. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe, je dirais, plutôt bien. Et là, il a son équipe sur la glace. Il a les joueurs qu'il voulait avoir. Et puis, je pense qu'il les exploite relativement bien, oui. Le temps file, messieurs. On va maintenant se diriger du côté de Genève Servette. Le GSHC qui a remporté 2 victoires sur 3 matchs cette semaine. Tout d'abord, mardi, un faux pas contre sa bête noire Ambry Piotta du côté de la Valachia. Et ça a été coûteux, oui, pour les 3 points, mais surtout pour la fin de match. Il y a eu énormément de suspensions, si bien, en raison d'une bagarre, évidemment, si bien qu'on a affronté Zurich avec un effectif complètement différent. La belle histoire, c'est le but de Guillaume Asselin, rappelé de Sierre, qui a marqué le but gagnant en prolongation. Et ensuite, hier, on vient d'en parler, victoire contre Fribourg. Messieurs, il y a eu également samedi l'annonce de la suspension de Jonathan Mercier, 7 matchs. On va revoir ce qu'il a fait, pourquoi il est suspendu. C'est un contact avec un officiel. On va le voir ici à la gauche de votre écran. Il y a un arbitre qui apparaît ici, qui est sur son reculon, et Mercier qui entre en contact avec la jambe de l'arbitre. Ça vaut donc 7 matchs et 5 700 francs d'amende. Pascal, j'ai goût de te demander ton avis là-dessus. Voilà, on ne touche pas un arbitre, ok, pas de souci. Est-ce que ça vaut 7 matchs?
pense pas. Moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est la position de l'arbitre. On en a parlé sur celle de Vinegar sur De Vos. Il n'est pas bien placé. Là, je trouve qu'il est en train de se replacer, mais il prend pas la bonne direction. Parce que clairement, le puck, il longe la bande. Donc, il doit s'attendre aussi à ce qu'il y ait un joueur qui vienne le long de la bande. Et puis, il recule avec les pattes. Il a une patte en bris, puis l'autre à zoom. Je suis désolé de dire ça. Il a les pieds tellement écartés qu'il y a quoi? Il y a 60 cm entre le patin gauche de Anssi Salonen et la bande. Oui, Jonathan Mercier. Sur Mercier, tu dis, toi? Mercier, il doit faire attention. Il y a un arbitre devant lui, il le voit. Lui, il l'a en face de lui. Il doit faire attention. Il doit l'éviter. Il donne un coup de frein qui a été jugé trop léger par la Ligue. Est-ce qu'il fait vraiment tous les efforts absolument pour l'éviter? Je pense pas. Est-ce que Salonen devait être mieux placé? Je pense que oui, mais là, Steph, toi qui étais arbitre, tu peux mieux répondre que moi. Juste avant, Steph, que tu répondes, là, il y a Quentin qui nous dit que Genève vient de déposer recours contre la décision de la suspension de 7 matchs pour Jonathan Mercier. Donc, probablement que Genève, évidemment que Genève n'est pas d'accord avec le 7 matchs non plus, qui est quand même très sévère. Je pense qu'on va essayer de le faire descendre. Souvent, ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas souvent parce que, en général, le gars qui prend la décision de recours, c'est le même qui prend la première décision. Bref, ça reste, on reste dans le feeling, l'intangible. Certains pensent que 7, c'est mérité. D'autres, ils disent qu'il n'y avait rien du tout. Il y a des écarts considérables quant à l'interprétation. Quand tu dis, Pascal, on ne touche pas un arbitre, c'est juste. Mais moi, je dirais, là, c'est plutôt, on n'a pas le droit d'entrer en collision avec un arbitre. Parce que là, c'est une collision. C'est pas je touche un arbitre parce que je suis fâché contre lui. C'est un fait de jeu, c'est dans le jeu. Donc, si j'enlève un peu de responsabilité à ça, des contacts fortuits durant l'action, pour moi, c'est pas la même chose qu'un arrêt de jeu. Je suis fâché, je vais vers toi, je discute, puis je te pousse. Ça, c'est différent. Ou clairement, pousse-toi de là que je m'enlève avec un geste du bras comme Montréal l'avait fait et tout ça. Je pense que Mercier était, quand on dit careless, aurait pu faire un peu plus attention, peut-être, mais ça se passe tellement vite. Lui, les focus, son équipe perd 2-0, il s'en va dans le coin, et puis il a le focus, il veut pincher, il veut mettre de la pression. Il pinche là-dessus, et puis là, tout à coup, il y a l'arbitre qui vient contre lui. Lui, il regarde derrière, puis il veut faire son jeu, puis au dernier moment, il essaie quand même d'éviter parce qu'il se dit, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Puis il décide d'aller à gauche. Regardez, ses patins sont comme ça. Et puis là, il n'y a pas assez d'écart, finalement, pour éviter l'arbitre. Est-ce qu'il aurait pu faire plus? Peut-être. Certains arbitres me disent il aurait dû freiner. OK, peut-être. Oui, peut-être. Ça, je suis capable de l'entendre. Alors, freiner, on voit qu'il met du poids sur ses patins parce qu'avec des angles de caméra, on voit clairement la neige qui vole. Alors, OK, on est en bris, il fait froid, il y a beaucoup plus de neige sur la glace, mais il y a de la neige qui vole. Donc, il ne fait pas juste je tourne mes patins pour aller contre la bande. Il donne un coup. En tout cas, c'est ça. C'est que moi, j'ai parlé à certains arbitres disent c'est mérité, mais c'est peut-être un peu sévère cette match, mais il y a un coup, ils doivent marquer le coup, OK. Et d'autres, des joueurs me disent non, mais attends, si tu le sais dans l'action, Steph, c'est une donnée l'arbitre. Des fois, on contourne l'arbitre, on passe à côté de l'arbitre, et on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement focus sur le pas que l'arbitre, c'est un obstacle à éviter qui tu te souviens même pas d'avoir passé aux côtés. C'est une espèce d'automatisme. Ça fait partie du truc. Et là, je rejoins les joueurs là-dessus. Et je pense qu'il y a un entre-deux. Moi, j'aurais mis quelques matchs pour marquer le coup, mais pas 7. 7, ça me paraît, ça fait méconduite. Était fâché contre l'arbitre, pousse un arbitre. Je trouve ça trop sévère. Sur le fond, moi, j'aurais trouvé un entre-deux. Tu marques le coup, mais pas trop. Et je pense que si on avait simplement marqué le coup, Genève aurait volontiers accepté de dire OK, ouais, c'est vrai que... voilà. Et je pense qu'un entre-deux aurait été plus judicieux parce que là, on commence à aller dans l'intention du joueur et tout. C'est compliqué. Mais je pense que, comme j'ai dit à certains arbitres, ça ne va pas rendre service aux arbitres parce que ça va rendre les joueurs plus énervés après. Ils vont dire ça fait chier, franchement, parce que là, tous les joueurs disent attends, c'est trop sévère. Mais tu donnes 7 matchs à Ria, tu donnes 7 matchs à Mercier. C'est pas le même genre de suspension, c'est pas le même genre de test. Mais je trouve que ça enlève quand même le message de 7 matchs pour un geste dangereux avec 7 matchs pour un contact que tu ne peux pas juger de volontaire avec un arbitre. Est-ce que la meilleure décision n'aurait pas été justement d'y aller peut-être avec un 3 matchs, mais une plus grosse amende? Y aller peut-être sur le portefeuille du joueur, de dire fais quand même attention parce qu'il y a des arbitres, ils font partie du jeu, tu dois les calculer, que de donner autant de matchs qu'à Ria, qui, lui, il est allé d'une charge dangereuse. Je trouve que c'est 2 poids, 2 mesures. Tu ne peux pas donner le même nombre de matchs pour ce genre de geste. Puis c'est là où je trouve que
l'amende aurait peut-être pu être plus salée et ça aurait peut-être fait passer le message différemment et de meilleure façon, puis donner un nombre de matchs plus raisonnable à Mercier. Ça fait du sens ce que tu dis par rapport, c'est comme un peu les diving ou les simulations. On touche le porte-monnaie, ça fait du sens, mais pour moi, c'est deux catégories bien distinctes. Une action contre un joueur, une action contre un arbitre, tu ne fais pas la même comparaison. Tu ne peux pas comparer une charge contre un arbitre et une charge contre un joueur. Ça, c'est incomparable. Si vous vous bagarrez dans un parking parce que vous êtes fâché avec quelqu'un qui vous a piqué une place de parc et puis vous vous battez avec lui, vous ne serez pas sanctionné la même chose que si vous donnez un coup de poing sur un règle à un policier. On s'entend. C'est pas la même chose. Tu parles par expérience ou bien? Oui, ça m'est arrivé souvent dans le parking de la Migros parce que c'est très serré. Non, mais vous voyez, c'est deux échelles complètement différentes. On ne touche pas un policier. Vous pouvez vous fâcher avec votre voisin et vous le poussez. Si vous fâchez avec le policier, vous le poussez, vous êtes en tôle. C'est deux échelles différentes. Mais ton idée de toucher le porte-monnaie est intéressante, clairement. Et puis, ce qui est intéressant de relever ici, ce sera d'ailleurs au sujet de ma chronique demain et ses suspensions, c'est que Ronald Cannins de Lausanne, il y a 2 ans, en 2018, c'était octobre 2018, sauf erreur, un match à Berne, a clairement et sciemment bousculé un arbitre. Le puck c'était Joris Muller. Je me souviens, Joris était très fâché d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de suspension. Le puck était dans ses patins. Il était un peu embêté le long de la bande. Il était pris dans le trafic. Cannins est arrivé. Il a patiné plusieurs mètres. Il savait que l'arbitre était dans le trou à côté du puck. Il a checké l'arbitre pour récupérer la rondelle. Et moi, je pense que le geste de Cannins était beaucoup plus intentionnel, sans être méchant, que celui de Mercier. Il était en tout cas pas moins répréhensible. Résultat des courses, on a blanchi Cannins et on donne 5 matchs à Mercier. Et là, encore une fois, on revient avec la ligne. On a discuté avec Jean-Philippe hier. Elle est où la ligne? Elle est où la ligne? On va dans l'intention, mais je pense que ce que fait Cannins n'est pas moins pire, comme on parle en québécois. Et puis il n'a rien eu, puis l'autre a 7. Évidemment, c'est ce que va évoquer Genève dans son recours, probablement. Il y a une chose aussi qu'il faut noter, hein, il y a 3 catégories de sanctions liées à un contact avec un arbitre. La première, c'est la plus faible, c'est est-ce qu'on a tout fait pour l'éviter et puis on le touche quand même? Et là, on voit que manifestement, ils ont décidé que ce n'était pas le cas, que Mercier aurait dû s'arrêter. Et puis, il y a celle du milieu où on dit qu'il n'a pas tout à fait tout fait, mais il n'y avait pas d'intention de frapper l'arbitre. Puis la troisième, alors là, c'est autre chose, c'est on va pour faire mal ou on va pour frapper. Ça, à mon sens, c'est là où Cannins, c'était vraiment la limite entre la 2 et la 3. Par contre, si on revoit sur cette scène avec Mercier, il tourne ses patins pour l'éviter. Au niveau des épaules, il lui passe à côté et il a l'air surpris de voir que sa jambe touche la jambe de Salonen. Et là, je rejoins tout à fait. Regardez, hop, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé à côté, je le touche quand même. Et puis là, je pense qu'on peut jouer là-dessus. Hein. Et il a l'impression qu'avec ses patins, il l'a évité, parce que là, il ne le touche pas. Haut du corps, il ne le touche pas. Et tout à coup, c'est son patin qui vient frapper l'arrière de la jambe. Okay. C'est sa jambe qui était à Lugano, ça. Voilà, ouais, mais à mon avis, c'est fortuit. C'est clairement fortuit. Et puis, voilà, Genève a 100% raison d'aller faire recours. Et ce qui est un peu piquant, c'est que dans la presse, c'est Chris Maxerley qui dit « Ah, Genève devrait faire recours ». J'ai trouvé ça assez amusant. Parce qu'on a demandé l'avis à Maxerley, c'est pour ça. Évidemment. Mais on va revenir, les gars, sur les performances quand même de Genève, qui sont 6 victoires, 1 défaite depuis le début de l'année 2021. On fonctionne très bien. On a pris un bon rythme de croisière. Et Pascal, il y a Stéphane qui demande, pensez-vous que le GSHC va assez bien pour faire un maximum de points malgré le calendrier difficile à venir? Toute série, plus on avance dans une série, plus on est proche de sa fin, comme dit le proverbe. Après, ça s'appelle la loi de la moyenne, ça. Voilà, exactement. C'est une autre façon de le dire. Non, écoute, ce qu'il faut, c'est que Genève continue à utiliser la hargne qu'ils ont eue ces 2 derniers matchs vis-à-vis de l'injustice qu'ils ont ressentie sur les sanctions pour aller chercher des points et continuer la marche en avant, à distancer Lausanne avec les matchs en plus au classement, passer peut-être devant Fribourg, profiter justement de jouer contre Fribourg encore 2 fois dans les 10 prochains jours pour monter sur le podium. Après, c'est toujours la même problématique. C'est le calendrier est chargé. Il y a beaucoup de joueurs qui sont absents à cause des suspensions.
On doit faire jouer Guébet et Smons en défense pour remplacer Mercier et Lecoul qui était suspendu dimanche. C'est des défenseurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Est-ce qu'eux vont réussir à tenir le rythme? Parce que Tom Ernest, il ne pourra pas jouer 40 minutes sur les 6 prochains matchs. Hein. Oh, tu crois ça, toi? Moi, quand même. Hein? Moi, j'avais un match à côté de moi qui a regardé sa boule de cristal qui m'a dit Tom Ernest, il va beaucoup jouer ce soir. Je vais dire ça. C'était vrai. Hein. Après, il ne faut pas qu'il fasse comme le Feul à Lugano, où lui, il devait beaucoup jouer, puis il a pris 18 minutes de pénalité. Non, mais Tom Ernest, alors, autant que j'aime bien Romain Le Feul comme défenseur offensif, comme joueur et puis comme personne, mais Tom Ernest, sur la glace, c'est encore le ministre lui, c'est le ministre de toutes les défenses. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle équipe de la Ligue, je pense que ce sera le meilleur joueur sur la glace. Contre Fribourg, il a été impressionnant. Il a aussi donné une passe incroyable à Eric Fer après avoir attiré 3 Fribourgeois à lui. Ça s'est terminé sur l'équerre. Moi, je ne me fais pas tellement de soucis pour Genève sur le long terme. Sur le court terme, le fait de jouer 2 fois contre Fribourg, comme tu disais, les séries, plus elles se prolongent, plus elles se rapprochent de leur fin. Donc Fribourg va quand même taper un gros une fois ou l'autre. Hein. Ce sera peut-être Zurich, ce sera peut-être Genève. Et qui sait, hein, il y a peut-être ensuite un déclic, une certaine cette intensité retrouvée qui permettra aux hommes de Dubé d'inverser la tendance. Et puis, concernant les défenseurs, juste un petit truc, Lecoul sera de retour pour le prochain match. Il a suspendu 2 matchs. Ça, c'est un autre grand mystère. Lui, il a eu 2 matchs alors qu'Omar a eu un match. Quelqu'un va me l'expliquer, celle-là. Parce que Lecoul, il fait le premier coup, il saute, mais Omar arrive sur ce même joueur après coup, alors qu'il venait d'être frappé. Puis et coup en avant. Je ne comprends pas ça. Ça fait partie des grands mystères, en plus de la pénalité à Tom Ernest. Mais on en avait parlé sur le plateau. C'est la ligne, la fameuse ligne. Là. Il y a eu beaucoup de mystères. Tu aurais voulu qu'Omar soit puni plus sévèrement pour son coude. Clairement. Lecoul qui a une pénalité, une suspension, je suis tout à fait d'accord, il saute. Oui, il essaie de le choper à la hauteur de la tête. Mais Omar arrive derrière comme second et saute et le touche à la tête à un joueur qui était déjà aux prises avec un autre joueur. Et je pense que ça devrait dû être inversé. Ça doit être 1 match pour Lecoul, 2 matchs pour Omar, clairement pour moi. Clairement, ça, c'est juste parce que tu préfères Lecoul à Omar. Non. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est juste logique pour moi. C'est pas une question que j'aime ou j'aime pas, ça aurait été juste la logique des choses. Je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs. Genève, messieurs, qui ont cette semaine rendez-vous avec Zug, Fribourg et Langnau. 3 matchs qui seront sur la route pour les Genevois. C'est terminé pour la National League. Avant la fin de cette émission, on va faire un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord pour parler de NHL. La saison de NHL qui s'est mise en branle mercredi dernier, une saison écourtée de 56 matchs, évidemment, avec la COVID-19 qui est bien présente là-bas aussi. On a remanié les divisions. On est maintenant avec une division canadienne, une division ouest, est et centrale. On va jouer que contre ces formations-là. Donc, les équipes vont jouer 8 à 9 fois l'une contre l'autre. Ça va faire des belles rivalités. Messieurs, j'ai tout de suite envie de vous demander là, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce qui vous attire de cette saison de la NHL? Qu'est-ce que vous allez suivre plus particulièrement? Commençons par Pascal. Jean-Philippe, c'est les Red Wings de Détroit. Oui, on l'a bien compris. Hein. C'est juste. Exclusivement, on va dire. Et puis les Suisses, évidemment, les Suisses. Pascal? Moi, ce que je retiens, c'est, tu l'as souligné, c'est qu'il va y avoir des grosses rivalités. Hein. Même dans la division canadienne, si on prend l'exemple de Montréal, ils jouent 10 fois contre Ottawa, 10 fois contre Toronto. Il y a déjà une rivalité contre Toronto depuis quelques années. Hein. Pour ceux qui suivent bien, savent de quoi je parle. Non, ce qui va être intéressant, c'est quand on regarde par exemple la division centrale, où c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de beaucoup jouer l'une contre l'autre qui vont se retrouver. Il y a eu, pour le premier match, il y a eu Tampa Bay, Chicago. Ils vont se rencontrer 8 fois cette saison. Ce n'est pas des équipes qui s'affrontent souvent. Donc ça va être intéressant de voir comment les entraîneurs vont s'adapter au fil de la saison par rapport à ces adversaires-là. Oui, et même la division du Canadien de Montréal, là, les Québécois qui regardent le Canadien n'ont pas la chance souvent de voir un Connor McDavid, un Elias Pettersson qui joue à Edmonton et à Vancouver. Là, on va avoir la chance de les voir beaucoup plus régulièrement parce qu'on joue beaucoup plus de matchs contre ces équipes-là. Donc ça, c'est quand même pour la santé, je pense, de la NHL, une très bonne nouvelle. Toi, Stéphane? Moi, écoute, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il faut expliquer aux gens que avec les conférences Ouest et Est, les divisions telles qu'en temps normal, les Canadiens de Montréal jouent peut-être que 3 fois contre Edmonton durant la saison et 2 fois contre Vancouver dans certaines saisons. Ils se rencontrent très, très peu. C'est pour ça qu'on ne les voit pas souvent.
Moi, je pense que ça va être sympa. Ça va changer une fois. Ça fait beaucoup de matchs, 10 fois, mais ça va changer. Il y aura des réalités qui vont se développer. Il y en a déjà qui existaient à Calgary-Edmonton. L'année passée, ça s'est battu comme des chiffonniers à peu près tous les matchs. Si ça se rebat cette saison, ça sera pas chic. Mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Moi, je suis évidemment, on est Québécois, on suit un peu plus les Canadiens de Montréal. C'est l'équipe en Suisse que les gens suivent le plus. Et nos copains montréalais, les médias montréalais sont partis en peur. Là. La parade de la Coupe Stanley est déjà prévue, je pense, quelque part au mois de juillet. Les places sont déjà réservées. Mais ça, c'est chaque année après une victoire. C'est chaque année après une victoire de suite. Mais ils ont quand même une bonne... Honnêtement, j'étais un grand sceptique parce que je me dis, bon, encore une fois, ils partent en peur. Mais c'est vrai que ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé un match et un autre bout de match, je me couche très tard ces jours, j'ai trouvé intéressant quand même l'équipe des Canadiens. Il y a quand même quelque chose. Je suis très content que le petit Romanov en défense, le petit Romanov, le Russe Romanov qui a fait 2 ans de KHL avant de venir, il me semble vraiment il me semble très bon. On l'avait vu, Jean-Philippe, on avait commenté un match à Zurich, les deux ensemble, ils jouaient, puis il nous avait déjà tombé dans l'œil. Il avait 18 ans et il a fait preuve de beaucoup de maturité. Les changements qu'on a fait du côté de Montréal, il y avait de l'espace sur la masse salariale. Bergevin allait chercher des joueurs d'impact comme Josh Anderson. J'étais un grand sceptique avec lui aussi parce qu'il a les 2 épaules foutues parce que ses bagarres a été blessé. Mais force est d'admettre que le garçon, s'il ne se fait pas blesser en plus cette année, il va vite. C'est un Tom Wilson en puissance, c'est un train. Il va vers le goal. On a Jonathan Drouin qui semble revivre. On a Suzuki qui a 1 an de plus d'expérience. Vous avez un gardien qui tient pas mal la route, hein? Oui, il paraît qu'il ne passe pas si mal. Il a un petit peu d'expérience aussi, lui. Donc, non, mais dans l'ensemble, Montréal a une plus belle équipe. Je ne pense pas qu'ils ont l'équipe pour aller au bout, mais ça risque d'être plus intéressant. Dommage que les fans ne puissent pas voir ça cette année, mais ça va être plus intéressant à suivre pour les fans des Canadiens de Montréal parce que c'est l'équipe qu'on suit le plus. Donc, belle histoire, ça va être sympa. Alors, moi, je relève 2 choses dans ce qui a été dit par Jonathan et Stéphane. C'est que si Anderson devient le nouveau Tom Wilson, les supporters de Montréal ne vont pas le voir souvent. Déjà, avec les suspensions de Wilson. Et puis, tu parlais de McDavid contre Montréal. Je crois que les Québécois n'ont pas beaucoup vu McDavid samedi soir. Parce qu'il y a eu un gros travail de Philippe Danault sur McDavid. Il n'a pas pu prendre la vitesse. On peut parler de Thornton aussi. Thornton, il a marqué. Il a marqué. Il joue avec Marner, Matthews. Il joue sur le power play. Il fait des points. Je pense qu'il a vu une passe, etc. 41 ans, le Jumbo Joe, il n'avançait pas sur notre grande glace. C'était beaucoup trop grand pour lui. Il était bon que dans les situations arrêtées, sur le power play, à 5 contre 5 derrière le but dans le bureau à Gretzky, puis sur les face-offs, sur une patinoire beaucoup plus petite, accompagné par des super joueurs. Il a l'air d'un champion à 41 ans, les garçons. Mais écoute, je ne sais pas, Stéphane, si tu as vu son but, là, mais il fait le trailer derrière Marner. Marner qui lui remet la rondelle par derrière. C'est pas parce qu'il voulait être là, c'est parce qu'il n'est pas capable de rattraper Marner en Mais c'est vrai, il avance plus. Mais c'est ça. Mais forcément, sur la petite patinoire où il y a des situations beaucoup. Et ça m'a frappé, ça fait longtemps que je n'avais pas vu d'un match de hockey sur une petite patinoire. Ça change énormément. C'est incroyable. Tu n'as pas besoin ici, il faut que tu patines beaucoup plus. Les distances sont plus grandes et ça paraît tellement. Et ça avantage un gars comme Jumbo Joe qui honnêtement, il n'avance plus, mais il est très malin avec la rondelle. Et puis lui, il a une préparation. Exactement. Ça, c'est juste aussi. Il a de l'avance. Les autres n'ont pas joué. Hein. Il n'y a eu aucun match amical. Aucun. 0. Ouais, pas qu'au centre. Une dizaine d'entraînements, pas qu'au centre. Allez, on joue les garçons. On ne perd pas de temps. Il y a eu des matchs inter-équipes, mais ce n'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Des vrais matchs, il n'y en a pas eu. Et puis, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'après les 10 premiers jours, on va cumuler les matchs. Je pense qu'il y aura une petite baisse de régime là, parce que la game shape, la fatigue des matchs, c'est pas du tout la même. Il y a encore une chose dans ce qui était intéressant à relever, c'est un calendrier de baseball où une équipe, elle voyage, elle reste 4-5 jours dans une ville, elle joue 2 matchs et puis elle va dans la suivante. Tandis que les autres années, c'était on arrive la veille, on passe à l'hôtel, on s'entraîne le matin, on joue le match, on repart, on va à la suivante et ainsi de suite. Ouais. Ça, je trouve que c'est aussi très intéressant. Il y a Valentin qui nous pose comme question, que pensez-vous de Connor McDavid cette année? Pensez-vous que les Oilers peuvent aller loin? Bon, moi, Connor McDavid, évidemment, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est pas le meilleur en termes d'habileté. C'est un joueur extrêmement rapide. Si tu lui donnes 2 cm sur la glace, il va exploser. Il va te mettre 2 mètres. Rapide. Il prend tout le monde à contre-pied, mais les Oilers n'ont pas ce qu'il faut pour aller loin. Ils vont gagner des matchs, oui, parce que quand tes 2 premiers centres s'appellent McDavid et Draisaitl, tu peux pas toujours perdre. Mais il manque encore beaucoup d'éléments à cette équipe-là, dont un premier gardien, dont des défenseurs de premier plan et surtout de la profondeur dans l'alignement.
parce qu'il en manque cruellement aux Oilers. Jean-Philippe, tu as mentionné les joueurs suisses. On vous a d'ailleurs fait un tableau avec les principaux joueurs suisses à suivre dans ce championnat 2021 de NHL. Roman Josi, évidemment, 65 points en 69 matchs l'année dernière. Il a d'ailleurs remporté le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la saison. Lucas Biza, qui est allé le rejoindre du côté de Nashville après avoir été mis au balotage par Winnipeg. Il devrait être là après sa quarantaine dans l'effectif de Nashville. C'est beaucoup de profondeur là, d'avoir un Lucas Biza qui s'ajoute à la défense de Nashville. Timo Meier, 49 points en 70 matchs sur le premier trio de San Jose. Nino Niederreiter, 29 points en 67 matchs l'année dernière. Il commence sa saison d'ailleurs sur le premier bloc de la Caroline avec Sebastian Aho et Toivo Teravainen. Kevin Fiala, 54 points en 64 matchs. Et les deux nouveaux, les deux recrues de ce championnat de NHL, les Suisses Pius Suter et Philippe Kourachev, qui ont joué depuis le début de la saison. D'ailleurs, Suter était premier centre de Chicago, évidemment, avec la blessure de Jonathan Toews. Il manque cruellement de joueurs de centre du côté de Chicago. Il a d'ailleurs obtenu son premier point. Ça fait quand même là, des joueurs de qualité, Jean-Philippe, là, en NHL. Ouais, effectivement, Lucas Biza, faut quand même regarder son fil de carrière. Hein. Asbiza, c'est incroyable. Hein. Il a bientôt passé partout. Il a passé aux Highlanders, il a passé à Winnipeg. Après, on se disait, bon, il va revenir entre les Highlanders et les Winnipeg. On se dit, ouais, bon, là, 29 ans, il peut encore venir gagner de l'argent en Suisse. Son agent dit, non, il a de l'immobilier au sens sud de la Californie. Là, il va rester là de toute façon. Boum, il retrouve un contrat à Winnipeg. Winnipeg, le mot balotage. On se dit, ouais, bah, cette fois, 30 ans, c'est fini. Bang, non. Il va à Nashville. Puis même encore à Nashville, on lui dit, bon, on ne te prend pas avec, même pas dans le taxi squad. Et puis finalement, ah bah si, on va te prendre quand même, et puis dans l'effectif actif. Alors bravo Lucas Biza. Et puis lui, il est là-bas depuis quoi, 2007-2008. Non, il n'a pas. Il a que 30 ans. Il a le même âge que Kylian Motet, faut quand même se dire. On a l'impression qu'il est là-bas depuis toujours. Et puis, il a fait ses juniors là-bas aussi. Hein, c'est juste. Juniors, hein, et puis, il faut aussi jeter un petit coup d'œil sur Suter, parce que je ne sais pas si vous avez vu 2-3 reflets, mais il a offert un but à Patrick Kane qui a été annulé pour un hors-jeu du numéro 88, là, de Kane, l'ancien Biennois. Qui a été formé à Bienne. Ouais, ses mains, il les a affûtées au stade de glace, parce que c'était encore le stade de glace. Ouais. Et puis, blague à part, Suter fait un super jeu, il entre avec le puck, un spinorama, il sert Kane qui est tout seul de l'autre côté qui marque, et ça s'est joué à peu de choses parce que Kane était hors jeu, mais ces choses-là, ça me fait dire que, parce qu'on était un peu sceptique, on se dit ok, il a marqué 53 points, je sais plus de 30 buts ou 30 buts ici en Suisse, mais c'est sa première saison où il fait 30 buts en Suisse. Est-ce que c'est possible comme ça qu'il va pouvoir changer et puis entrer dans la grande ligue, surtout sur un top 6, sans avoir de problème, sans devoir passer par la case allez, je dois manger mon pain noir? Et bien là, comme il n'y a pas le choix, on lui fait confiance. Et puis, alors ok, il a marqué un point sur le power play. Et puis, ça s'est joué à peu de choses qu'il offre un but à Kane. Donc, il a ce qu'il faut. Et puis, je me réjouis vraiment de le voir évoluer. Après, il y a certains adversaires, s'ils pouvaient être plutôt tranquilles, je serais content aussi, quoi. Moi, j'ai regardé une ville dans Michigan, c'est ça? Ça, c'est ta propre interprétation. Moi, j'ai regardé un bout du match cette nuit, pour être honnête. J'ai regardé presque 2 périodes. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Pius Suter. Je trouvais qu'il y avait de la vitesse, etc. Bon, son gabarit, contre certaines équipes, ça va lui poser problème. La NHL n'a pas changé. Là. C'est un gars qui est 1m80, mais avec des talonnettes, il n'est pas très grand. Et puis, mais il est malin, il a la chance du jeu, il aura sa chance. Tant mieux pour lui parce que, vous voyez, lui, le fait qu'il n'ait pas été repêché, il n'y a personne qui a des droits sur lui, fait qu'il peut choisir son équipe. Être repêché, ce n'est pas toujours un avantage. Et lui, il a pu choisir l'endroit qui était le mieux pour lui, où il avait le plus de chances de jouer. Si tu es repêché quand tu es par une équipe, tu es joueur de centre, il n'y a pas de place au centre, il y a 6 joueurs de centre, c'est plus compliqué. Donc, et là, lui, le timing est parfait pour lui. J'espère qu'il aura du succès. On va pas s'enflammer trop vite, on va attendre un peu sur la longueur. Mais ça me laisse dire, et ce que j'ai toujours affirmé, c'est que je pense qu'il y a pas mal de joueurs. Il y a un certain nombre de joueurs en Suisse qui seraient certainement assez forts pour jouer en NHL, mais qui n'ont pas forcément leur chance. Le timing n'est pas là. Voilà. Donc, tous les joueurs de NHL ne sont pas tous plus forts que les joueurs qui jouent en Suisse, étrangers compris, ça je peux vous le dire.
Et c'est juste une question de timing, de rôle, de besoin d'équipe, de grandeur, taille, de de grosseur, poids. de poids, de qui connaît qui, parce que c'est quand même ça à la fin. Regardez, Chicago, il y a une affinité avec les joueurs suisses parce qu'il y a Crawford. Il y a un directeur gérant qui connaît, il y a des gars de l'organisation qui connaissent. Nashville, avec Rick Nash, a aussi pas mal de contacts en Suisse. On a vu avec Mercedes, on a vu avec Bernie. Il n'y a pas de miracle, les garçons. À la fin, dans ce genre de joueurs, c'est des coups de fil, de l'agent, je te connais, oui, j'ai joué avec, je l'ai entendu parler. Ouais, OK, puis timing. Donc, c'est tant mieux, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs suisses qui pourront profiter. Stéphane, est-ce que l'agent de Yannick Weber va recevoir un coup de fil depuis la Suisse? Parce que lui, il a demandé un PTO, si je ne me trompe pas, hein, Professional Tryout. Voilà, et puis, il n'y a pas eu de suite. Donc, c'est un défenseur qui est devenu un défenseur défensif. Est-ce qu'on va le chercher? Mirko Müller? Il n'y a plus de place à Nashville pour lui, de toute façon. Là, quand on regarde la défense de Nashville, surtout que là, tu ajoutes Lucas Biza, Yannick Weber, il n'y a plus de place. Mais s'il veut continuer à jouer au hockey, moi, je pense que ça va être en Suisse. C'est à moi qu'il aille en HL. Mais on me dit que c'est la femme qui ne veut pas venir en Suisse, les garçons. Selon toute vraisemblance, et dans plusieurs sources, il est marié avec la femme, je ne sais pas s'il est marié. La sœur de Carey Price qui ne veut rien savoir de venir en Europe. Donc, derrière l'homme, chercher la femme, dit le dicton. Et voilà, mais il y a des impératifs familiaux. Voilà, mais moi, je pense qu'Yannick Weber, il y a beaucoup d'équipes. Il y a 12 équipes qui seraient preneurs. À quel prix, je ne sais rien. Mais ça reste un gars qui peut rendre d'énormes services à une équipe en Suisse parce qu'on sait qu'en Suisse, les défenseurs, ça se fait de plus en plus rare. Les brigades défensives sont vieillissantes, mais les garçons, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent dans le système. Et on va se l'arracher, comme Mirko Müller, qui se trouve plus de place et qui demande une fortune actuellement. C'est pour ça que ça tarde. Il demande beaucoup trop d'argent, mais il va finir par avoir ce qu'il veut, je pense. Et Yannick Weber pourrait revenir éventuellement, ou du moins pourrait être contacté, mais Sven Barchi aussi, parce qu'il est sur le Taxi Squad à Vancouver, a été au ballottage l'année dernière, n'a pas été réclamé. Pour lui aussi, ça sent un peu la fin, l'aventure nord-américaine. Oui, c'est un choix de premier tour. Lui, ça a été ralenti par les blessures. Et je pense aussi qu'il pourrait atterrir ici, mais lui, ça fait quelques fois qu'on en parle, puis il ne semble pas trop vouloir revenir vers la Suisse. Donc, attendons voir, mais s'il veut poursuivre sa carrière, et peut-être qu'il y a une question d'assurance aussi dans son cas, il revient au jeu. Il y a des fois des détails de contrat et des détails de clause d'assurance qu'on ne connaît pas forcément. Il y a peut-être des exclusions s'il revient en Suisse, s'il est blessé. Voilà, c'est un petit peu compliqué dans son cas avec des blessures. Ouais, il est un petit peu comme Sbiza et Weber qui, pour l'instant, au cours de leur carrière, ont eu un seul objectif, c'est de jouer en Amérique du Nord et de rester en Amérique du Nord. Parce que tu l'as souligné, JP, pour Sbiza, moi je trouve que c'est une histoire formidable ce qui se passe avec lui. Parce qu'en Suisse, quand il est venu en lockout en 2012, c'est qui? En gros, c'est qui? Bah ouais, c'est un bon défenseur défensif suisse qui joue en Amérique du Nord depuis le junior et qui a tout fait pour rester en Amérique du Nord et qui le fait encore et qui a un contrat maintenant avec Nashville. C'est très bien pour lui. Lié avec l'Amérique du Nord, est-ce qu'on parle de Damien Ria maintenant ou bien on garde ça pour plus tard? Parce que est-ce qu'il va rejouer avec Genève avant de partir éventuellement au camp à HL de l'organisation de Washington qui, normalement, ça commence quoi, 5 février? Si on fait nos maths, voilà, il y a la quarantaine, il y a le camp qui commence. On n'entend parler de rien. Hein? Voilà. Ou est-ce qu'on va gentiment l'envoyer, laisser s'envoler vers l'Amérique, faire sa quarantaine, puis dire qu'il y a du temps disponible, comme ça il purge ses matchs en étant en quarantaine de l'autre côté? C'est la question. Hein? En tout cas, j'ai aussi vu ça, Steph. Je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en avait discuté, mais j'ai aussi entendu ça qu'il pourrait discrètement partir en Amérique du Nord pour finir sa suspension et commencer sa quarantaine sans que ça se sache et puis débarquer à Hershey à l'ouverture du camp en ayant fait sa quarantaine. Mais vous ne le feriez pas, vous? Bien sûr. On est d'accord? Voilà. C'est le dossier à suivre. D'ailleurs, j'ai parlé des nouvelles... des nouvelles divisions en NHL et il y aura des matchs intéressants à suivre parce que, évidemment, avec Chicago et Nashville qui sont dans la même division, là, ça veut dire qu'il y aura des matchs entre Suter Kourachev face à Josi et Sbiza. Donc, pour nous, en Suisse, ce sera très intéressant. Merci beaucoup, messieurs, pour cet épisode d'Overtime. 3e épisode déjà. Le temps passe trop vite avec vous, messieurs. Merci également à tous nos abonnés qui ont été présents sur le chat avec de nombreux commentaires et qui nous ont suivis tout au long de cette 1h20. Et
évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode d'Overtime. Bye bye. Allez, ciao. Bye. Merci, bonne journée.